Il se réveilla avec les poignets en feu à cause des liens, le goût du fer dans la bouche, et l'écho d'un rire cloîtré résonnant sous les voûtes de marbre au-dessus de lui. Des mains en lesquelles il avait confiance l'avaient traîné à travers des couloirs de velours et de confession, l'avaient jeté nu et tremblant devant des hommes en robe qui traitaient son corps comme une démonstration de pouvoir. Il se releva, pressant ses paumes contre sa peau meurtrie, et ne trouva qu'indifférence dans les yeux qui avaient le pouvoir de condamner ou de protéger. Si vous appréciez ces sombres fragments d'histoire, laissez un like et abonnez-vous. Dites-moi en commentaire d'où vous écoutez. Je suis sincèrement curieux de savoir jusqu'où ces histoires voyagent. La scène se dissout dans les archives. Les notes d'un clerc, le rapport d'un ambassadeur, une entrée de journal intime. Ces mots secs cartographient la cruauté. Ils nomment les auteurs, les donneurs d'ordre et les témoins silencieux. Ils révèlent comment des institutions qui prêchaient le salut pouvaient mobiliser la terreur. C'est ici que notre enquête commence. Dans ces documents et ces ossements qui refusent de mentir, le registre et le journal intime sont les premières lueurs que nous suivons. Les notes méticuleuses de Jeanne Burchard, annotations cérémonielles qui se fondent dans l'horreur personnelle, décrivent des banquets qui renversèrent le rituel, où la liturgie se dissolvait en pageant, et la confession en spectacle. Des ambassadeurs de Venise, de Milan et de Ferrare écrivaient chez eux avec inquiétude leurs lettres cataloguant pots de vin, divertissements lubriques et achats systématiques de charges. Ce ne sont pas des inventions polémiques. Ce sont des observations répétées par des mains différentes au fil de plusieurs années. Une lecture minutieuse de ces sources révèle des schémas, la simonie, le patronage utilisé comme une monnaie d'échange pour la chair et le silence, et une administration qui normalisait le vice. Les documents désignent des figures précises et des mécanismes institutionnels. Les finances de la cour, les chambres pontificales, la petite armée de serviteurs qui gardaient les secrets. De ces instruments est né le théâtre de l'excès que nous allons retracer. Parmi les noms les plus anciens et les plus scandaleux se trouve Jean d'Ouande, un pontife du XIe siècle, que ses contemporains accusaient d'avoir transformé le Latran en maison de réjouissance. Des chroniqueurs comme Lude, Prend de Crémone en dressent de véritables actes d'accusation. Un bordel installé dans l'enceinte même pontificale, des foyers d'amants entretenus par la papauté elle-même et des accusations d'inceste entre proches parents. Il faut peser la véracité de chaque accusation. Les chroniqueurs médiévaux écrivaient autant la polémique que le témoignage, mais les traces archéologiques et archivistiques soutiennent une réalité centrale. La cour pontificale n'était pas uniformément austère. Des pierres provenant de demeures démolies, des registres de paiement pour des serviteurs chargés d'héberger des invités, et des plaintes légales déposées par des familles apparaissent dans les archives. Ces fragments constituent une mosaïque qui complique l'image sanctifiée de la fonction. Pour comprendre l'acte d'accusation visant Jean d'Ailly dans son contexte, il faut lire le climat politique. La papauté était alors une seigneurie territoriale autant qu'un office de spirituel. Le pouvoir, l'argent et le sexe étaient des instruments de patronage. Les nobles attendaient des faveurs. Les femmes étaient des atouts, parfois offertes en mariage, parfois utilisées comme récompense. Lorsqu'un pape utilisait sa position pour assurer une loyauté, grâce à des arrangements intimes, il suivait une logique établie du pouvoir médiéval. Cela n'excuse pas les abus, cela les replace seulement. Les données primaires suggèrent que le couplage de l'autorité temporelle et de l'indulgence privée était une caractéristique du Moyen-Âge et que les succès ultérieurs de la Renaissance furent l'amplification d'un modèle plus ancien. L'accusation d'inceste est l'une des plus choquantes. Si elle est vraie, elle témoigne de la dissolution engendrée par un pouvoir sans contrôle, mais elle demeure contestée dans les sources. En transition vers la Renaissance, les mécanismes institutionnels qui avaient permis aux accusations visant Jean de proliférer étaient devenus plus complexes. La maison pontificale s'était agrandie. Les charges de cour étaient vendues. Les réseaux de patronage s'étaient densifiés. La trace archivistique que nous suivons inclut des registres fiscaux comme le Fondoppio, des lettres d'ambassadeurs et des actes notariés. Dans ces textes apparaît un nouveau nom avec une force catastrophique, Rodrigo Bora. Il exploitait le système avec une clarté de dessin, combinant stratégie familiale, argent et implacabilité. Les documents montrent des achats, des paiements et un schéma de promotion de proches à des fonctions ecclésiastiques. Cette pratique, le népotisme, allait remodeler l'Église d'une manière que les
Contemporains jugèrent scandaleuse. L'élection de Rodrigo Bouillet, insistant les sources, fut moins un acte de sélection divine qu'une transaction. Les ambassadeurs consignèrent promesses, pots de vin et accords murmurés. Les cardinaux tenaient des listes de dépenses qui correspondirent au vote. Une fois au pouvoir, la maison du pape devint un instrument d'ambition dynastique. Il entretenait des liaisons en dehors des normes cléricales, octroyait des bénéfices à sa descendance et transformait l'accès en monnaie d'échange. Ces actes sont mieux documentés que le tableau croustillant que décriront plus tard certains auteurs, et pourtant ce dernier existe aussi. Les dépêches et les journaux intimes mentionnent des divertissements licencieux et une cour où le sacré et le profane se confondaient. Dans les traces archivistiques, nous voyons l'administratif et le théâtral fusionnés. Le récit archivistique de la cour Borger converge vers des rituels particuliers. Les notes de Jeanne Burch décrivent des banquets qui ressemblent à des catalogues de transgressions, des interprètes nus, des corps exposés, et une humiliation compétitive au nom du divertissement. Une histoire récurrente évoque 50 femmes présentées dans les appartements privés du pape et invitées à accomplir des tâches dégradantes, tandis que de hauts fonctionnaires jugeaient. Le latin de Barde est sobre. Il consigne les événements sans fioriture rhétorique et se pointe d'une sobriété apparente rend ses notes difficiles à écarter. Une corroboration croisée apparaît dans des dépêches vénitiennes qui décrivent des excès similaires et dans des griffonnages marginaux qui notent des paiements versés à des familles pour leur silence. L'implication de tels spectacles ne se limite pas à l'effondrement moral, mais révèle l'instrumentalisation des corps à des fins politiques. Les femmes amenées à la cour pontificale étaient souvent liées à des négociations. Des filles de familles nobles, des dames de cour dont le silence pouvait s'acheter. Les registres financiers des archives du Vatican, listant parfois ces transactions sous des intitulés vagues, dont « charité ou aide à la maison ». Et des notes marginales suggèrent une autre motivation, protéger la réputation du pape ou obtenir un moyen de pression pour assurer la loyauté. Le schéma se répète. Les institutions civiles collaborent dans le secret et le vernis de piété est maintenu publiquement, tandis qu'un système privé de récompense et de coercition opère à huis clos. L'un des fils documentaires les plus persistants concerne les élections frauduleuses et la simonie. Les notaires juridiques de l'époque ont conservé des contrats et des reçus, des paiements annotés avec le nom des bénéficiaires, les dates et les sommes. Dans un registre sous le code Fondopio, une note marginale d'un secrétaire fait référence sans détour à un important versement officiellement qualifié de charité, mais informellement annoté comme un pot de vin destiné au silence. Le schéma révèle une économie de la corruption. Les charges étaient vendues, les bénéfices échangés contre de l'argent, et la machine fiscale de l'Église fut réorientée pour protéger l'indulgence privée. La correspondance diplomatique présente ces pratiques comme de la politique ordinaire. L'indignation morale apparaît dans des cercles plus restreints. La vente des charges produisit des effets en cascade. Les postes cléricaux devinrent des instruments d'ascension familiale. De jeunes hommes dépourvus de vocation reçurent des bénéfices et des titres, non pour leur aptitude pastorale, mais pour garantir propriété et influence. C'est ainsi que Caesar-Borgia, d'abord cardinal par faveur pontificale, devint commandant militaire et prince séculier. Les sources décrivent une cour où la promotion ecclésiastique servait la stratégie dynastique. Ces choix transformèrent l'administration de l'Église, alimentant le ressentiment et la critique réformiste qui nourriraient plus tard des mouvements de changement. Les dossiers administratifs et les lettres personnelles révèlent la nature transactionnelle de la vie ecclésiastique durant cette période. Le coût humain de ces économies politiques apparaît dans les histoires de femmes et de familles. Des dépêches diplomatiques relatent des mères vendant leurs filles au silence, des paiements acceptés en échange d'une protection de réputation. On trouve des plaintes légales, des dots détournées, des mariages annulés dans des conditions suspectes et des vœux de couvent imposés à des femmes à qui l'on promet de ne pas parler. Les traces archéologiques, les lettres scellées, les inventaires domestiques et les registres d'admission en couvent montrent une pratique systémique. Toute histoire n'est pas entièrement documentée. Nombre de femmes ne laissent aucune trace écrite. Mais les archives survivantes, lues ensemble, décrivent un schéma de conformité forcée et de complicité institutionnelle. Les observateurs contemporains consignèrent des cas dont les noms réapparaissent dans plusieurs sources. L'affaire de Dora Caracciolo est l'une des plus fréquemment citées.
une femme noble éloignée de sa famille et maintenue dans les appartements pontificaux, selon plusieurs témoignages, jusqu'à ce que sa famille accepte des conditions préservant son honneur, que chaque détail puisse ou non être vérifié indépendamment, l'accumulation de rapports autonomes, les lettres d'ambassadeurs, les chroniques locales et les marginalia dans les registres officiels, créent une présomption que la coercition fut un outil de politique. La réponse institutionnelle impliquait paiement, exil ou confinement religieux, des méthodes qui servaient à la fois à réduire au silence et à légitimer administrativement les résultats. L'appétit de sécurité de la cour bouilla s'étendait au poison et au meurtre. Les chroniqueurs et les ambassadeurs attribuent régulièrement des morts soudaines parmi les cardinaux et les rivaux à des assassinats délibérés. L'autopsie contemporaine est rare, mais des schémas apparaissent. Des décès inattendus suivis d'une confiscation rapide des biens et de nominations expédiées qui placèrent des bénéfices entre les mains de fidèles. Des témoignages et des documents diplomatiques évoquent un poison obtenu par des canaux de cour. Les preuves historiques sont indirectes, des faits circonstanciels assemblés pour suggérer une intention, mais la densité de ces incidents est historiquement notable et soutenue par plusieurs observateurs indépendants. Le poison devint un instrument politique et des récits de calices parfumés ou de nourriture altérée circulent dans de nombreuses dépêches. Des chroniqueurs comme Francesco Giardini réfléchissent à la politique de cette époque avec une franchise lasse. La frontière entre guerre et assassinat, conquête et meurtre se dissout. Ceux qui servaient le pouvoir apprirent à adopter des méthodes efficaces et introuvables. Les archives administratives montrent comment les domaines étaient redistribués après des morts soudaines et comment les faveurs pontificales remplissaient rapidement les vides. Les mécanismes d'impunité étaient institutionnels, contrôle des tribunaux, influence sur les juges et moyens économiques d'acheter le silence. La transformation du rituel public en indulgence privée se lit dans les mêmes archives qui enregistrent la charité et les projets de construction. La commande de la chapelle, Sixtine et l'agrandissement de Saint-Pierre se déroulèrent simultanément avec des dépenses privées finançant des cours de plaisir. Les artistes et les architectes reçurent un généreux mécénat. Leurs contrats sont conservés dans les livres notariaux, tandis que les registres annexes révèlent des paiements qui n'entrent pas dans les comptes publics. Des paiements aux maisons, aux artistes de divertissement, aux marchands fournissant des biens délicats pour les appartements privés. Le même homme qui commandait des chefs des œuvres employait également dans son foyer des secrétaires, chargés de la dissimulation. Les historiens doivent concilier la coexistence du mécénat civique et du vice privé. Les paiements consignés dans les registres sont la preuve évidente que l'argent circulait à la fois vers des travaux publics et vers des circuits privés. Les ambassadeurs notaient les processions et la piété, publiques tout en observant avec mépris la mise en scène privée. Cette duplicité n'est pas seulement une hypocrisie morale, elle est un mode de fonctionnement institutionnel. Des fonds destinés à consolider l'autorité spirituelle furent-ils détournés pour assurer la loyauté temporelle, et les conséquences furent structurelles. Des familles s'élevèrent par leur association avec le foyer pontifical, et des alliances politiques se durcirent en système de protection mutuelle du vice. Lucrezia Borgia illustre comment les femmes, dans les cercles pontificaux, naviguaient entre pouvoir et vulnérabilité. Les sources contemporaines la dépeignent tour à tour comme victime, instrument et agente. Ces mariages furent des contrats politiques négociés par volonté pontificale, et sa personne devint un pion dans de plus vastes stratégies dynastiques. Les lettres et les documents juridiques conservent des journaux, des transferts de propriété et les termes de convention matrimoniales qui servaient souvent à consolider les ambitions territoriales des bourgs. Le dossier documentaire complexifie sa biographie. L'agence de Lucré semble limitée sur le papier. Pourtant, elle cultiva un mécénat culturel et une correspondance qui laisse entrevoir des stratégies personnelles de survie. Les traces d'archives entourant Lucia révèlent également un versant plus doux, mais tout aussi stratégique, le mécénat d'artistes, l'écriture de lettres et la gestion minutieuse des domaines. Cette gestion exigeait une performance publique et une négociation privée. Sa situation démontre comment des femmes enchâssées dans des systèmes corrompus pouvaient encore exercer une influence, bien que contraintes par les mécanismes qui les utilisaient. Les sources montrent qu'elle reçut des cadeaux, des domaines et des titres.
Elle montre aussi comment sait bien servir le réseau Bodger. Son histoire de préserver dans les contrats et la correspondance privée éclaire la logique institutionnelle qui convertissait l'intimité en monnaie. La carrière de Chasseur-Borgier illustre la fusion entre charge ecclésiastique et ambition militaire. Nommé cardinal à un jeune âge grâce à ses liens familiaux, il renonça ensuite à ses engagements ecclésiastiques pour devenir prince séculier et général. Machiavel étudierait plus tard les méthodes de gouvernement qu'il pratiquait pour mieux les condamner. Une efficacité terrifiante, une violence ciblée et la consolidation du pouvoir par la peur. Ces campagnes militaires, consignées dans des dépêches et des correspondances d'officiers, révèlent une entreprise de conquête ressemblant davantage à une guerre privée qu'à une action pontificale. Ces opérations s'appuyaient sur les ressources de la papauté et sur l'impunité que lui garantissait son lignage. Les sources le montrent impitoyable, multipliant sièges, exécutions sommaires et alliances matrimoniales. Les chroniqueurs locaux décrivent des révoltes étouffées, des villes punies, des familles dépouillées. Il utilisa bulles pontificales et poids diplomatiques pour légitimer les annexions territoriales. La correspondance administrative indique une stratégie délibérée. Accumuler terre et pouvoir au nom des Borgia, puis obtenir les instruments juridiques qui rendirent ses possessions définitives. Ces instruments, décrets et lettres patentes ont traversé le temps dans les archives. Ils relient la paperasse à la violence et montrent comment l'autorité ecclésiastique fut réarmée au service d'une expansion dynastique, l'architecture institutionnelle permettant ses abus, privilèges clérical, opacité financière et contrôle des instances juridiques ne s'est pas formé soudainement. Le règne antérieur de Sixte a fourni des précédents déterminants. Les archives montrent comment les offices curiaux furent transformés en instruments politiques et comment les finances pontificales servirent à garantir l'influence civique sur la péninsule italienne. Les nominations et investissements de Sixte contribuèrent à normaliser la vente d'influence, créant une culture administrative qui fit des excès ultérieurs de Rodrigo. Borgia une continuation, extrême mais compréhensible. La continuité administrative explique la reproduction de la corruption, les registres notariés, les bulles pontificales et les correspondances de la curie dévoilent une bureaucratie entraînée à concilier rhétorique, morale et réalité transactionnelle. Cette ingéniosité institutionnelle produisit une dénégation plausible, des dépenses qualifiées de charité, des faveurs enregistrées comme des bienfaits et des accords imposés présentés comme consentis. Comprendre ce langage bureaucratique est essentiel pour décrypter comment le vice privé prenait l'apparence publique du gouvernement. La voie archivistique est sèche, mais elle révèle l'ingénierie de l'impunité. Dispersés parmi les grands récits se trouvent des documents plus discrets, témoignant de souffrances ordinaires, des registres conventuels mentionnant des admissions inhabituelles, des baptêmes d'enfants à la paternité incertaine, et des requêtes juridiques de famille demandant réparation. Ces traces sont modestes, leur encre pâlie, mais ensemble, elles dessinent la carte d'un dommage social durable. Les femmes reléguées dans des couvents, les enfants dotés de titres mineurs sans revendication légitime, et les familles réduites au silence apparaissent dans les archives municipales. Ils constituent la population de l'ombre engendrée par la prédation institutionnelle. Les conséquences sociales dépassèrent les destins individuels. La piété populaire se maintenait en public tandis que dans certains cercles, la confiance privée envers la vertu cléricale s'érodait. Les chroniqueurs mentionnent des murmures et des satires, des pièces et poèmes tournèrent l'hypocrisie en dérision. Pourtant, le pouvoir institutionnel rendait toute contestation organisée difficile. Les archives conservent à la fois plaintes et acquiescements, des pétitions demandant réparation et des versements assurant le silence. Ces documents suggèrent une société contrainte de négocier avec la réalité du sacrilège et celle de la survie. Les observateurs extérieurs, diplomates, envoyés et chroniqueurs étrangers offrent une autre perspective. Leurs dépêches vers les cours de Venise, de France ou d'Espagne révèlent parfois des motivations politiques, mais elles décrivent aussi les événements avec une immédiateté singulière. Les dépêches du Sénat vénitien sont particulièrement précieuses. Elles ne se bornent pas à lister les scandales. Elles cartographient les circuits opérationnels. Qui payait qui? Quels foyers étaient impliqués et comment fonctionnèrent les réseaux de rumeurs? Leur intérêt était à la fois moral et stratégique. Le scandale faisait office de renseignement.
Ces écrits venus de l'étranger influencèrent la perception intérieure. Les rapports adressés aux cours royales pouvaient devenir des armes pour l'opposition politique. Ils produisaient aussi une forme de vérification croisée. Lorsque plusieurs ambassadeurs indépendants décrivent les mêmes spectacles de cour, cette convergence accroît leur crédibilité. Il convient de lire ces rapports avec un regard critique en reconnaissant le biais. Mais leur cohérence autour de motifs essentiels renforce l'idée historique selon laquelle la corruption et le vice privé étaient des traits constitutifs de la politique pontificale à la Renaissance. Dans les archives, la frontière entre rituel et spectacle s'estompe. La cérémonie liturgique devenait occasion de mise en scène, et la mise en scène un théâtre pour des rivalités privées. Le journal Burtscher évoque des rituels d'humiliation exécutés. Dans un cadre quasi religieux, les éléments liturgiques, torches processionnelles et espaces sacramentels furent transformés en accessoires. Cette transformation eut un effet corrosif. Les objets et lieux sacrés furent instrumentalisés à des fins privées, brouillant la distinction entre sacré et profane. La réutilisation sacrilège d'espace consacré représente le grief le plus corrosif formulé contre la cour pontificale de la Renaissance. Les contrats montrent des paiements pour l'entretien des chapelles, tandis que d'autres registres financent des appartements. Privés dans les mêmes palais, la juxtaposition apparaît obscène dans les documents administratifs. Les comptes retraçant recettes et dépenses rendent cette coexistence indéniable. Dotation publique pour la liturgie, appropriation privée pour le vice. Ces documents obligeant les historiens à affronter la duplicité institutionnelle sans recourir au théâtre moral. La culture du secret fut consolidée par des intermédiaires, secrétaires, camériers et clercs, dont la subsistance dépendait de leur discrétion. Leur marginalia dans les registres officiels trahissent parfois un dégoût personnel, d'autres fois une obéissance chirurgicale. Johann Burchard lui-même demeure une figure ambiguë, serviteur de la cérémonie qui documenta sans intervenir. Les écrits personnels d'individus, comme lui, sont précieux parce qu'ils révèlent la difficulté humaine de dire la vérité au sein d'un système qui récompense le silence. Ces intermédiaires créèrent et maintinrent la trace écrite qui protégeait les puissants. Registres de paiement, billets scellés et langage codé devinrent des instruments de protection. Travailler dans les archives requiert d'apprendre à lire les omissions autant que les inscriptions. Un reçu absent, une marge volontairement vide, une rature. Ces gestes signalent souvent ce que l'on souhaitait ensevelir. L'art de la reconstruction historique repose sur l'attention portée à ces absences comme indice des mécanismes de simulation. La réparation rituelle publique suivait le scandale. Après les épisodes les plus retentissants, les pontificats tentèrent de gérer leur image. Les successeurs décrétèrent des réformes, commandèrent des gestes visibles de piété et promurent des travaux publics afin de contrebalancer la honte. Pourtant, les pistes documentaires indiquent que ces mesures furent souvent cosmétiques. Une nouvelle chapelle pouvait être financée au moment même où des stipendes privés continuaient à soutenir des cours d'indulgence. La coexistence de vertus affichées et de licences occultées confère à la documentation une valeur cruciale. Elle révèle non seulement ce que l'institution voulait montrer, mais ce qu'elle s'efforçait de préserver hors du regard, un double registre de gouvernement où la liturgie offrait la façade et la bureaucratie scellée assuraient la continuité des privilèges. Les archives nous offrent à la fois le remède et la persistance du mal. Réformateurs, clercs, intellectuels, laïcs et rivaux. Politiques utilisèrent les documents conservés comme des munitions. Leurs pamphlets, traités et lettres polémiques citent des pratiques précises. La pression qu'exercèrent ces écrits contribua à des transformations institutionnelles ultérieures, y compris de futurs mouvements de réforme. Mais les archives révèlent également la résistance. Ceux qui bénéficiaient de l'ancien ordre ripostèrent, et les réseaux de patronage demeurèrent tenaces. Les documents racontent ainsi une bataille lente et disputée autour de l'autorité morale de l'Église. Le dossier archéologique vient compléter les textes. Les fouilles de fondations palatiales dévoilent des jetons, des fragments de calices, des bijoux abandonnés et des strates architecturales révélant des appartements privés aménagés dans d'anciennes pièces sacrées. Les découvertes matérielles confirment des indices documentaires de coexistence, chapelles publiques voisines de suites luxueuses. Ces traces ne s'expriment pas en phrases, mais elles donnent du poids aux récits construits sur le papier, montrant que des espaces
sacrés furent réaffectés et que des biens de plaisir circulaient dans l'orbite de l'autorité spirituelle. La culture matérielle révèle également les routines quotidiennes, des ustensiles de cuisine correspondant aux comptes des banquiers, des dépôts latrines témoignant de la consommation de produits de luxe, ainsi que des objets personnels appartenant à des serviteurs, dont les noms apparaissent dans les registris. Ensemble, objets et écrits offrent une image plus complète du fonctionnement de la maison pontificale, à la fois centre spirituel et établissement de cour. L'archéologie ancre l'interprétation des archives et empêche toute lecture romantique du mécénat qui ignorerait les coûts humains consignés dans les rebuts ordinaires. Les répercussions internationales des vices pontificaux eurent des conséquences politiques. Des monarques utilisèrent les rapports de corruption comme prétexte pour négocier des revendications territoriales, obtenir des concessions ou exercer une influence sur les affaires italiennes. Les malversations papales affaiblirent l'autorité morale que Rome revendiquait, et des cours rivales exploitèrent cette fragilité. La correspondance diplomatique conservée dans les archives nationales révèle comment le scandale fut utilisé comme arme dans la diplomatie entre États. Pourtant, cette exploitation politique compliqua tout jugement moral simple. Les puissances étrangères amplifièrent souvent les accusations pour en tirer avantage, et des critiques internes reflétèrent parfois les propagandistes étrangers. La tâche de l'historien consiste à démêler l'intérêt de l'exactitude. Le recoupement de lettres privées, de registres notariaux et de témoignages tiers produit une histoire probabiliste. Toute rumeur n'est pas vraie, mais suffisamment d'attestations indépendantes s'accumulent pour signaler une défaillance systémique. Les archives montrent à la fois l'abus et la manipulation du scandale à des fins politiques. La mort d'un pape notoire offre une étude de cas du paradoxe institutionnel. Un témoignage rapporte un corps pontifical si décomposé que les serviteurs refusèrent de le manipuler. D'autres sources suggèrent un enterrement précipité afin d'éviter le scandale. Que la cause probable ait été maladie ou poison, les registres de règlement de succession et de logistique funéraire révèlent panique et secret. Des inventaires furent réalisés rapidement, des biens transférés. Ces actes procéduraux, documents rédigés à la hâte, signatures sécurisées, sont de l'or historiographique. Ils montrent la dernière chorégraphie bureaucratique qui suivit le scandale et la mort. L'immédiat après-coup de ces décès remodela les rapports de pouvoir. Les successeurs se hâtèrent d'assurer leur légitimité, soit en prenant leur distance avec les excès, soit en s'appropriant l'appareil institutionnel. Les archives montrent ces deux stratégies. Proclamation de réforme aux côtés de continuité discrète. Cette tension entre dénonciation publique et persistance privée encadre le long arc de la réforme pontificale et révèle comment les institutions peuvent absorber le scandale et survivre, souvent en transformant plutôt qu'en éradiquant les pratiques abusives. Pour conclure le récit, il faut interroger ce que les documents nous enseignent sur le pouvoir et la sainteté. Les archives n'accusent pas simplement des hommes. Elles exposent un système qui permit de convertir le privilège en licence. Le journal de Burchard, les registres notariaux, les dépêches d'ambassadeurs et les strates archéologiques soutiennent ensemble la thèse d'une culpabilité structurelle. Des hommes comme Jantia et Rodrigo Bourra exploitèrent les failles institutionnelles. Leurs histoires sont emblématiques, non exceptionnelles. Les traits systémiques, le népotisme, l'opacité fiscale et la discrétion bureaucratique rendirent l'abus praticable. Les preuves archivistiques et matérielles imposent une réflexion sombre. Les institutions qui prêchent l'autorité morale peuvent devenir des instruments de désir privé. La papauté de la Renaissance produisit des chefs-d'œuvre et des actes monstrueux dans le même souffle. Les archives demeurent, registres, lettres, pierres, et elles témoignent sans mélodrame. Notre tâche, en tant qu'historien, est de porter ce témoignage et de résister à la tentation de faire du scandale un simple spectacle. La leçon durable est un avertissement sans fioriture. Le pouvoir sanctifié par la cérémonie ne garantit pas la vertu. Il peut, avec une efficacité glaçante, sanctifier ses propres crimes. C'est la vérité silencieuse et terrible que les documents nous somment de conserver.